Merci beaucoup pour l'invitation et l'introduction. Ce que je vous propose ce matin, surtout que je ne suis pas spécialiste de l'éducation, ce sont quelques réflexions à partager comme point de départ pour des échanges et un dialogue autour à la fois du numérique, des humanités numériques et peut-être, et c'est là où je vais commencer, de l'informatique dans son statut à la fois historique. Depuis ses premiers débuts, je veux parler ici de l'informatique, on va dire, moderne, on va dire fin des années 30, début des années 50, et pour voir dans quel contexte peut-on aujourd'hui considérer ce qu'on appelle, ce qu'on désigne par humanité numérique, et le rôle que ce n'est pas une discipline, c'est un débat qui date depuis un certain temps, comment définir les humanités numériques, comment essayer de saisir ce que, à la fois du point de vue des disciplines des sciences humaines et sociales, cela peut représenter vis-à-vis à la fois l'apport des on va dire des supports numériques d'un côté et la réflexion anthropologique et philosophique de l'autre côté. Alors effectivement, nous sommes en septembre 2016 et dans ce que je vais vous proposer, on est en droit de se poser une question, pourquoi revenir vers une histoire un peu ancienne, souvent laissée de côté, on va dire, pour les historiens de mathématiques et de l'informatique, au lieu de parler des choses beaucoup plus récentes qui sont plus proches de nous. Il me semble qu'il y a plusieurs raisons, je vais en énumérer 3 ou 4 qui me semblent déterminantes pour peut-être essayer de comprendre à la fois le rôle et le statut de l'apprentissage. C'est ça ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui ce matin, dans la formation de l'informatique moderne avant l'ère numérique, si vous voulez. Dans ce cas-là, il y a 3 figures, peut-être 4, qui sont déterminantes et importantes. Je vais les nommer, mais je vais juste parler de 2 avec quelques détails. Effectivement, le texte qui m'intéresse le plus, ce sont les 3 textes fondateurs de Alan Turing. Tout d'abord, sa thèse 1936-1938, une thèse de mathématiques rédigée à Princeton University sous la direction d'un grand monsieur, Alonzo Church. Mais dont le titre quand même est assez intéressant parce que toute la thèse porte sur la notion de conversion. Alors évidemment, ce n'est pas la conversion religieuse qui intéresse Turing, mais plutôt la conversion en termes arithmétiques et mathématiques qui va rendre possible la construction d'une machine qu'il va appeler une machine intelligente. Je vais essayer d'y revenir pour essayer de voir quel est le statut de l'apprentissage dans cette conception première de l'informatique. La seconde figure, et je n'aurai pas le temps de discuter, serait celle de Norbert Wiener, le père de la cybernétique, mais ce n'est pas du tout le côté de cybernéticien, mais plutôt, et on a souvent oublié, que Wiener était un enfant prodige, ceux qui sont familiers avec son histoire, sa biographie et son œuvre, c'était un enfant prodige qui a fait 2 thèses, une thèse en mathématiques et une thèse en philosophie. Et la dimension philosophique a toujours façonné la manière dont il a conçu ses travaux à la fois en mathématiques et en informatique, pour ne rien dire de la cybernétique. Et la troisième figure que je vais mentionner un peu rapidement, mais si ça vous intéresse, on pourra en discuter à la fin de mon intervention, c'est celle de John von Neumann, qui est quand même l'auteur du grand texte de 1950, Le cerveau et l'ordinateur. Mais pour revenir à la fois, donner le contexte dans lequel j'aimerais situer mes propos aujourd'hui, c'est comment justifier un retour vers cette période avant le numérique tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec les usages et les pratiques sociaux, avec l'émergence de tout ce qu'on sait depuis une quinzaine, pour ne pas dire une vingtaine d'années. Pourquoi insister sur la pertinence de cette première époque de l'émergence de l'informatique moderne et contemporaine. C'est-à-dire, on est dans une période où la machine n'existait pas, mais elle était en voie de construction et de conception. Et ce qui m'intéresse, c'est précisément d'essayer de mettre en relief la manière dont l'informatique a été formée et surtout le rôle joué par l'apprentissage. Pour ce faire, tout d'abord, c'est insister sur le fait que l'informatique moderne est née d'un geste de comparaison, de ce qu'on pourrait appeler, à la suite de Marcel Détienne, la construction d'un comparable. Et le comparable, il est triple. Il y a à la fois la comparaison avec le cerveau, qui est la plus classique. On va essayer de concevoir la machine selon les modalités du fonctionnement des neurones. C'est quelque chose qui reste avec nous aujourd'hui et qui revient sans cesse et qui va toucher, pour reprendre un petit peu ce que le recteur vient de dire, sur le statut de l'humain
vis-à-vis à la fois de la machine et surtout la culture numérique aujourd'hui. Le second aspect qui est peut-être plus intéressant pour nous et pour l'apprentissage, c'est le modèle de l'enfance et de l'enfant. Et c'est là où on va trouver, à mon avis, l'apport assez important, quant à moi, de Alan Turing. Si on se rappelle le texte classique de 1950 qui a été traduit en français sous le titre La machine Turing aux éditions du Seuil, le titre anglais est plus intéressant, c'est Computing Machinery and Intelligence. C'est le texte fondateur, si vous voulez, de l'informatique, et dans lequel Turing va essayer de proposer à la fois le jeu de l'imitation. En tout cas, vous avez sans doute, si vous n'êtes pas familier avec le jeu, vous avez sans doute vu ou bien le film ou l'affiche de film qui est sorti il y a quelques mois, The Imitation Game. Alors, ce que Turing vous propose, c'est quelque chose au début très très simple. Malgré le titre, la notion de l'intelligence ne l'intéresse absolument pas. Le mot ne paraît que dans le titre. Ce qui va l'intéresser, c'est la pensée, thinking. Et dès la première phase de son texte, il dit « J'aimerais bien construire, faire, c'est ça ce qui est important, une machine qui sait penser, a thinking machine ». Alors pour essayer de donner une base à la fois matérielle, et on va revenir sur cette dimension de la matérialité qui est très très déterminante, il essaie de construire le jeu et ainsi de suite. On pourra en discuter. Mais ce que j'aimerais retenir, ce sont les éléments suivants. Tout d'abord, pour construire une machine pensante, il faut que cette machine apprenne à apprendre. A learning machine. Alors effectivement, aujourd'hui, on est dans l'âge du learning, de machine learning. Et on voit quand même qu'il y a une genèse, une généalogie qui n'est pas très très lointaine, qui a mis du temps à arriver à l'échelle que l'on connaît aujourd'hui avec les algorithmes, avec tout ce qu'on sait, avec surtout la massification des données et des traces qui sont disponibles, avec la complexification des algorithmes qui sont devenus aujourd'hui assez déterminants. Il y en a certains qui parlent par exemple de la gouvernance algorithmique, on y reviendra. Mais ce qui est important dans le cas de Turing, c'est double facette de l'apprentissage. Tout d'abord, la machine doit apprendre, mais ce qu'elle doit apprendre avant tout, c'est transmettre comment elle a appris à une autre machine. Et je crois là, on va trouver quelque chose de fondamental qui peut toucher en quelque sorte à ce qui nous intéresse aujourd'hui du rôle et du statut des humanités numériques pour l'éducation. Et ce déplacement vers l'apprentissage et sa transmission est, il me semble, tout à fait déterminant. Mais au risque d'être un peu technique, j'aimerais préciser ce que Turing voulait dire par apprendre à apprendre et apprendre à transmettre sa façon d'apprendre entre machines, sans aucune intervention humaine. C'est ça ce qui va être le plus important dans sa conception et qui aujourd'hui se concrétise au fur et à mesure du progrès qu'on a vis-à-vis à la fois les systèmes qui sont déployés de nos jours. Alors apprendre à apprendre d'un point de vue de machine, il va utiliser deux modèles très très classiques. Le premier, c'est le modèle mathématique de calcul stratégique, qui est le plus simple. On va utiliser le modèle des jeux de l'échec. Il y a un nombre de permutations qui peuvent être maîtrisées par un algorithme, et au fur et à mesure, on peut optimiser en avançant dans l'analyse la maîtrise de cette forme de calcul. Cet aspect-là l'intéresse moins. Ce qui va l'intéresser, c'est la comparaison avec l'enfant inscrit dans un milieu social et la façon dont l'enfant apprend. Et je crois là, on va trouver déjà, au moment même de l'émergence de l'informatique moderne, à la fois l'éducation, mais surtout la sociabilité, avec ses dimensions socio-culturelles, avec sa diversité, qui va être assez importante pour la conception des machines intelligentes, ou ce qu'on avait appelé un peu plus tard les machines universelles de Turing. Et il me semble qu'on a souvent oublié cette dimension de l'inscription et de la comparaison avec l'enfance et l'évolution. Alors pourquoi l'enfant est important? Il est important pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'il a une longue histoire vis-à-vis de la transmission avec et à travers l'enfance de la tradition, qui va revenir par le biais informatique. Mais au-delà de là, elle va prendre en compte, malgré la dimension universelle qui est présentée par Turing, les spécificités locales, les spécificités culturelles, les spécificités, on va dire, socio-culturelles de chaque individu. Du coup, il y a une tension qui va se mettre en place assez tôt dans la conception informatique de l'apprentissage entre la dimension individuelle et la dimension collective, qui fait sans cesse difficulté, pour ne pas dire tension aujourd'hui. Comment essayer
d'instituer des modalités pour essayer d'utiliser, on va dire, ou déployer ce que l'informatique ou le numérique, comme on dit aujourd'hui, rendre possible pour cette forme de transmission. Le second aspect, et qui est peut-être le plus intéressant, c'est à cause de cette dimension de l'enfance et de la comparaison avec l'enfance, on va se retrouver avec une dimension spatiale, c'est-à-dire l'inscription dans un milieu. Et le milieu n'est pas seulement un milieu socioculturel, mais il est également déterminé, caractérisé par la manière dont l'enfant et son milieu habitent l'espace. Et il y a de très belles réflexions dans les textes de Turek sur ces dimensions spatiales qui ont souvent été, on va dire, ignorées pour insister sur les dimensions, on va dire, techniques ou mathématiques de ces textes. Alors effectivement, on a la dimension spatiale, on a la dimension de l'enfant avec son évolution et surtout ce qui va l'intéresser. Et c'est là où on va retrouver une question qui ne cesse d'agiter certains des débats autour de l'éducation, de la pédagogie et du numérique. C'est aussi comment l'émergence d'une personnalité individuelle dans un contexte de machine apprenante. Est-ce que la machine va avoir une personnalité, comme l'enfant peut avoir une personnalité, qui émerge de négociations assez complexes entre son milieu, entre la collectivité, entre son héritage, et du coup on peut retrouver, si vous voulez, mais ça sera pour un autre jour, les polémiques et le débat entre culture et nature. Mais cette nature ici n'est pas une nature dans le sens classique du terme, entre guillemets, mais plutôt une nature de la machine elle-même, de sa conception. Et du coup, une première question qui se pose dans ce contexte-là, c'est le statut culturel de l'algorithme dans son état premier primitif, tel qu'il a été conçu dans les années, fin des années 30, on va dire, jusqu'au début des années 50, sur lesquels on pourra revenir à la fin. Deuxième élément associé à l'espace. Et là, je crois que je vais vous proposer quelque chose qui, depuis un certain temps, m'intéresse beaucoup, c'est que on peut dire assez vite, pour aller, qu'on a vécu depuis la début des années 90 jusqu'à il y a quelques années, je dirais il y a 4 ou 5 ans, une époque, une période qui est associée à la fois à l'émergence au début de l'Internet, puis après au web, et qui ont été, d'une façon ou d'une autre, à la fois par le biais du vocabulaire qui a été utilisé, mais aussi par les métaphores qui ont guidé notre façon de vivre et d'habiter cet espace qu'on avait appelé à l'époque virtuelle, qui était celle à la fois de la découverte et surtout du voyage. Vous vous rappelez sans doute, on avait tous utilisé les métaphores de Safari, de Netscape, de la navigation. Alors, on était dans une période de découverte de terrain et de contrées inconnues qui était celle de l'Internet et du web. Aujourd'hui, je dirais qu'on est en retraite de cette dimension spatiale de la découverte et que l'âge de la découverte est derrière nous et on est invité à reconfigurer la manière dont on conçoit cette spatialité vis-à-vis à la fois des usages et les pratiques de la culture numérique. Pourquoi c'est important? Je crois pour plusieurs raisons et qui touchent à mon sens de façon assez forte à la dimension de l'éducation et de l'apprentissage. Parce que tout d'abord, les métaphores qui étaient dominantes étaient des métaphores, on va dire, maritimes. Et ce n'est pas un hasard. Il y avait tout ce qui est de l'ordre de la navigation, de la mer, et ainsi de suite. Je vous rappelle quand même, il y a toute une tradition juridique, peut-être le livre le plus connu, malgré les difficultés parfois avec son auteur, et qui dit que l'émergence du droit international, vous allez voir pourquoi je fais ce détour, est associée à la discussion qui a pris beaucoup de temps, entre 2 siècles on va dire, autour de l'introduction de frontières dans un espace qui n'en admettait pas, c'est-à-dire la mer, l'océan. Alors que le territoire a toujours été marqué par les frontières. Alors c'est le texte classique de Carl Schmitt, le nomos de la Terre, avec d'autres polémiques autour de cette dimension. Je ne vais pas entrer dans des débats autour de Schmitt, mais moi ce qui m'intéresse précisément, c'est que dans un premier temps, effectivement, on a vécu quelque chose de similaire. C'est-à-dire on n'avait plus de frontières, on avait tous célébré le village global, une certaine dimension de libre circulation et d'universel, qui aujourd'hui est en retraite pour donner lieu à un retour assez puissant du territorial.
Alors le territorial peut se traduire par plusieurs choses qui touchent à l'éducation, à la fois à la notion de souveraineté, ce qui est très très important. Effectivement, quand on regarde également, et surtout à une certaine manière de gestion de conflits, parce que la mer a été dessinée pour permettre un espace légitime de la guerre dite juste, en introduisant des frontières imaginaires dans l'espace maritime. Il me semble qu'on est en train de vivre quelque chose de parallèle avec l'espace qui est dessiné par la culture numérique et par le biais de l'informatique et du numérique. On peut le voir à la fois vis-à-vis de la circulation des données, mais je dirais même avec l'espace. Il suffit de prendre en compte les drones et comment ils vont redessiner notre rapport avec quelque chose qui n'avait pas ni de frontières, ni de notion de souveraineté, qui vont revenir avec l'autre. Alors, on peut traduire cette dimension en même temps, comment le territoire peut introduire des modalités pour l'éducation qui vont reprendre ces formes de souveraineté pour prendre en compte les spécificités locales, culturelles, et ainsi de suite. Je vais essayer d'y revenir dans quelques minutes. Alors, c'est une première métaphore qui me semble assez intéressante, qui n'a pas, à mon avis, été beaucoup étudiée et qui semble quand même introduire beaucoup d'éléments qui nous permettent de revenir sur cette première période de l'informatique. Second aspect que je tire des textes de Turing et surtout de von Neumann, c'est le suivant. On va faire une distinction qui me semble importante à la fois du point de vue pédagogique, mais aussi de la conception de l'apprentissage. Et c'est là, je crois, le texte à la fois de von Neumann comme celui de Turing sont extrêmement explicites. C'est tout d'abord, il y a la raison computationnelle, puis il y a la pensée algorithmique. Je crois qu'il y a une distinction entre les deux qui a été articulée assez tôt par les premiers. La raison computationnelle, elle a reçu sa formulation, on va dire, classique, en tout cas aux États-Unis depuis une vingtaine d'années par Janet Wing, qui dit que la raison computationnelle, c'est apprendre à formuler des questions d'une telle façon que la machine puisse nous en donner des réponses pertinentes. C'est-à-dire, on va façonner la demande humaine pour qu'elle puisse profiter des capacités de calcul de la machine informatique. Du coup, il y a une certaine forme de rétrécissement et de contraintes qui sont introduites, en quelque sorte, qui peuvent être à la fois des points d'aveuglement, mais en même temps des points d'ouverture vers des dimensions qui sont parfois inaccessibles autrement. Alors que la pensée algorithmique, c'est complètement autre chose. Et là, on va retrouver, je crois, l'importance des réflexions de Turing et de von Neumann. Tout d'abord, Turing. Turing va donner, il était un des premiers à formuler, à donner un nom à son algorithme. Il va préciser que l'algorithme est comme l'enfant. Il est apprenant, il évolue, et surtout la manière dont il évolue, c'est ça ce qui va nous intéresser parce qu'il va nous définir l'apprentissage. Il évolue par validation provisoire. C'est-à-dire il va visiter selon ses modalités un certain nombre de données, un ensemble de données, il va valider certains résultats, il va avancer ses analyses en oubliant la première validation et revenir. C'est une forme de la récursivité qui est absolument déterminante, qu'on avait appelé à l'époque, les historiens de religion vont adorer ça, des oracles. C'est un terme technique qui a été utilisé dans une thèse dirigée par Alonzo Church, et on appelait des oracles arithmétiques à l'époque. Et du coup, on va retrouver quand même dans ce vocabulaire tout à fait intéressant des formes d'apprentissage qui vont nous échapper, ce qu'on appelle aujourd'hui en anglais, mais éventuellement en français, de l'apprentissage non supervisé. C'est-à-dire on peut construire un algorithme qui va apprendre en lui donnant des paramètres assez souples, mais on ne sait pas du tout ni ce qu'il va apprendre, ni comment il va apprendre à long terme. Et du coup, cette dimension oraculaire qui nous rappelle, certains d'entre nous en tout cas, d'autres cultures et d'autres dimensions. Pourquoi cette dimension oraculaire est importante? Elle est importante à mon avis parce qu'elle va reproduire un conflit, une tension philosophique qui a quand même marqué le discours informatique lui-même, non pas le discours d'historiens sur l'informatique, mais des informaticiens eux-mêmes. Et c'est un débat qui ne cesse de revenir sans cesse, c'est-à-dire entre le déterminisme algorithmique et la liberté algorithmique. Je vais expliciter ce que je veux dire par là. D'un côté, on peut dire que l'algorithme introduit des préjugés
socioculturelles qui sont parfaitement naturelles quand on regarde les gens qui les fabriquent, mais vu la dimension non supervisée, qu'en est-il de la transmission et de la propagation de ces préjugés socioculturels? Alors ce qu'on va trouver chez Turing, c'est qu'en fait, il va adopter une variation sur la main invisible en économie, en disant que ce qui est important dans l'algorithme, puisqu'il est façonné sur le modèle de l'apprentissage de l'enfant, c'est qu'il va produire des formes stables, qui sont des formes culturelles, mais qui sont non supervisées. C'est-à-dire la transmission culturelle se fait non pas par la supervision, mais en fait par l'inverse. Et c'est cette intuition qui est tout à fait la plus puissante et qui va générer au fur et à mesure, à la fois dans une première période, l'intelligence artificielle dans ses premières années et qui aujourd'hui revient avec force. Et on comprend du coup tous les débats et les polémiques qui l'entourent. Le second aspect, et c'est surtout von Neumann qui l'avait articulé, c'est un argument technique, mais pour nous qui est, à mon avis, en tout cas pour moi, tout à fait déterminant, c'est dire qu'on peut arriver à un certain jour, c'est la conclusion du grand texte sur le cerveau et l'ordinateur, à reproduire les résultats de la pensée humaine, qu'elle soit en mathématiques ou en philosophie, par le biais de la machine. Mais il ne faut pas du tout se tromper en se laissant convaincre que parce que les produits sont de la même qualité ou du même ordre, qu'on a retrouvé la manière de penser qui est caractéristique de l'humain. Ce qui va nous dire, il faut penser que la façon dont la machine arrive à ce résultat, c'est un shortcode. Je ne sais pas comment le traduire. Les informaticiens utilisent le mot, même en français, technique, c'est-à-dire quelque chose qui va produire le même résultat, mais qui arrive d'une façon complètement différente. Du coup, les informaticiens, les premiers en tout cas, ont essayé de maintenir une distinction entre à la fois l'humain et la machine, tout en insistant sur la nécessité de façonner et de modeler la machine sur le modèle de l'apprentissage de l'humain. Et il me semble qu'aujourd'hui, un des enjeux des humanités numériques pour l'éducation, c'est d'essayer de travailler cette question précisément, à la fois dans ses dimensions pratiques et concrètes, et en même temps dans ses dimensions anthropologiques et philosophiques. Parce que un des vrais enjeux, et là on peut retrouver tout le discours à la fois philosophique, historique, anthropologique, consacré à la technique. On peut citer toute une série des grandes figures pour rester dans les cas français, de Jacques Ellul jusqu'à Simondon et le roi Gourand, pour ne citer avec juste la trinité classique française, si vous voulez. Ce qu'on va observer tout de suite, c'est que d'un côté, on va insister sur le fait que la technique, dans ces aspects, on va dire, informatiques, échappe à l'humain. C'est une des premières observations qui sera là. Et dans l'autre, on va dire, c'est tout à fait le contraire, c'est que l'humain est indissociable de cette technique. Moi, la question que je me pose, et je crois que c'est une véritable question pour les humanités numériques en tout cas, c'est celle de savoir si le mot technique correspond toujours à ce que le numérique représente aujourd'hui. Et à mon avis, non. On n'a pas de mot pour saisir ce que le numérique représente dans nos cultures, dans nos sociétés, pour nos savoirs aujourd'hui. On ne cesse d'utiliser le mot technique parce qu'on n'a pas d'autres termes, et à mon avis, c'est quelque chose qui a un poids énorme et qui parfois fausse notre regard sur ce que le numérique fait. Alors du coup, et ça me permet de revenir sur quelque chose que j'avais introduit il y a quelques années et qui me semble aujourd'hui peut-être même plus pertinent, il nous faut distinguer entre l'informatique et le numérique. L'informatique, c'est une science, c'est une industrie, alors que le numérique, c'est une culture. Je crois que c'est tout à fait essentiel et déterminant, surtout à la fois pour l'éducation, pour l'apprentissage, mais aussi pour mieux comprendre le statut, le rôle que cette culture, ou ces cultures, si on veut utiliser le pluriel, peut représenter et représente encore pour nous. Troisième élément qu'on retrouve dans les premières réflexions sur l'informatique, et ça je crois que c'est quelque chose qui est pour moi en tout cas absolument déterminant, c'est qu'on peut le comparer à l'émergence d'un matérialisme inédit. Ce matérialisme est celui de la matière de l'information elle-même. Là, et c'est le centenaire
de Claude Shannon, hein, c'est cette année. Je crois que l'Institut Henri Poincaré va organiser à la fin une exposition au CNAM et toute une série de conférences pour reprendre un petit peu les travaux et célébrer ce que Claude Shannon. Je vous rappelle que Claude Shannon est célèbre pour deux grands textes, deux théorèmes. Un théorème qui est la théorie mathématique de l'information, qui établit, c'est un texte de 80 pages, assez compliqué en mathématiques, et qui démontre qu'on peut transmettre l'information malgré l'existence du bruit, pour faire sens, on va dire. Et le second théorème, il est plutôt lié au chiffrement, mais ça c'est en étoile. Ce qui est intéressant dans à la fois le cas de Shannon comme des autres, c'est qu'ils ont compris très très tôt que l'information est une matière qui n'a pas été reconnue en tant que telle. Dans ce contexte, il me semble qu'on est en face aujourd'hui d'un nouvel matérialisme. Et ce nouvel matérialisme mérite, il me semble, une véritable réflexion. Je vais donner quelques pistes qui, moi, je trouve, sont pertinentes. La première, effectivement, on peut situer ce matérialisme numérique de la même façon qu'on avait situé, pensé le matérialisme historique. On peut dire, pour aller assez vite, que depuis l'époque de Marx jusqu'à tout récemment, on a vécu en Occident, en tout cas, mais pas seulement en Occident, dans une façon pour ou contre les multiples variations et réceptions de matérialisme historique, que ce soit du côté capitaliste avec Keynes et ainsi de suite, ou de l'autre côté. Mais la question qui se pose aujourd'hui, comment prendre en compte ce nouveau matérialisme qui est en train de convertir le matérialisme historique en celui de l'information? Et là, évidemment, on peut retrouver des réflexions d'autres informaticiens qui ont joué un rôle tout à fait déterminant. Il suffit de citer ici, peut-être le cas le plus pertinent, c'est celui de Herbert Johnson. Herbert Johnson, c'est une des rares figures à ma connaissance, peut-être c'est le seul, mais vous pouvez vérifier, j'ai oublié, qui a eu à la fois le prix Nobel en économie et le Turing Prize en informatique. Il est surtout connu pour nous, on va dire numériciens, comme l'auteur d'un article célèbre sur l'économie de l'attention. C'est celui qui a observé, début des années 70, qu'avec la matérialité de l'information, ce qui va être déterminant, ce n'est plus la valeur et la manière de la créer d'une façon classique, entre guillemets, mais plutôt l'attention de l'individu. D'où tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de l'attention, qui est dérivée de ces réflexions. Mais en même temps, c'était un grand informaticien. Dans ce cas-là, je crois, on pourra citer un texte qui d'habitude n'est jamais déployé pour parler d'informatique et de culture numérique, qui est la première thèse sur l'histoire de Walter Benjamin. Je ne sais pas si vous vous rappelez la première thèse, hein. Il vous raconte l'histoire très célèbre à Vienne à la fin du 19e siècle, mais surtout après la nouvelle de Edgar Allan Poe, n'est-ce pas, de cette machine ambulante, qui était une machine à jouer aux échecs, et dont le joueur était un oriental, hein, avec son turban, sa moustache. On jouait toujours contre ce monsieur et on perdait toujours. C'était le truc classique, il y a beaucoup d'illustrations, vous pouvez regarder. Et ce que Benjamin dit quand même, c'est assez intéressant. Il dit, c'est vrai qu'on va toujours perdre, mais il faut regarder derrière. Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui est voilé derrière ce grand joueur d'échecs? Il va nous dire, il y a un nain qui est un maître joueur, qui est caché à l'intérieur de la machine. C'est la main invisible de l'économie, mais du calcul de permutation. Et ce nain va toujours gagner. Alors ça, on dit ça va très bien, mais ce sont les 3 dernières phrases de Benjamin qui sont intéressantes. Il va nous dire dans sa conclusion, il faut penser à ce nain comme le matérialisme historique face à la révélation. Et là, on va trouver quelque chose de un peu énigmatique. Moi, il me semble qu'en fait, on est aujourd'hui devant quelque chose du même ordre. On a une machine avec quelque chose qui se cache derrière. Pour certains, ce sont des algorithmes. Pour certains, ce sont les traces et les données, la manière dont ils sont exploités, du cloud, les GAFMA. On peut faire tout ce qu'on peut dire. Et on peut effectivement introduire également une problématique qui est devenue depuis 2-3 ans, on va dire, assez importante, qui est celle du digital labor, hein, c'est-à-dire l'exploitation des individus, des utilisateurs par le biais de leurs traces et de leurs données, et on produit de la valeur en leur offrant des services gratuits. Vous connaissez ça? On voit dans ce cas-là l'émergence de ce matérialisme numérique de façon beaucoup plus, à mon avis, concrète et presque visible. La question qui reste, c'est qu'est-ce qui serait l'équivalent de la révélation de Benjamin dans le cas du matérialisme numérique au lieu du matérialisme historique. Et là, je crois, on va revenir à notre point de départ.
qui est celui de l'apprentissage et de l'apprentissage dans ses modalités de la transmission. Et là, je dirais, il y a plusieurs manière de penser cet élément et cette dimension. La première, c'est de mettre en question l'universalité de la culture numérique. On ne cesse de nous répéter qu'elle est universelle par les usages, par les pratiques. Il suffit de regarder en Indonésie, en Inde, au Brésil, en Chine, on va toujours retrouver, malgré les petites variations dans les interfaces et les présentations, qu'on va se retrouver avec des plateformes qui sont plus ou moins les mêmes et qui semblent vouées à la concentration. Et du coup, il y a un certain confortement, on va dire, de cette dimension universelle. Et à mon sens, il faut vraiment essayer de la contester pour avoir, et c'est là où un des enjeux à la fois de l'éducation et des humanités numériques, c'est de revisiter cette dimension. Second aspect qui peut également nous donner, c'est de voir comment la culture numérique, et ça je vais reprendre quelque chose depuis un certain temps, on va dire, qui m'obsède un petit peu, comment le numérique, qu'est-ce qu'il transmet comme, on va dire, pour reprendre l'expression de Norbert Elias, de processus civilisateurs. Et là, je crois, le guide peut-être le plus intéressant, ce sont des réflexions de Leroy-Gourhan sur une trinité de positionnements, de manière de lire et de comprendre les liens indissociables entre la technique et l'humain, et qui seront déclinés selon la dynamique ou la problématique entre sauvage, barbare et civilisé. Vous savez, les barbares sont très simples, sont les moins intéressants. Ceux qui font problème, ce sont les sauvages. Qui sont les sauvages? Quelle est leur fonction dans cette construction? Pas seulement en anthropologie, mais dans les modalités de la transmission. Il me semble qu'aujourd'hui, on est en train de vivre une inversion du statut des sauvages. C'est-à-dire que ce sont nous-mêmes qui sommes des sauvages, que nous sommes en train d'être civilisés par quelque chose qui a émergé, non pas par des civilisés, mais je dirais par des geeks. Sauf que ce ne sont pas des geeks individuels, mais c'est la collectivité. C'est quelque chose qui est de l'ordre collectif qui a émergé, de la construction de la machine informatique, dans son statut actuel en machine numérique, qui est en train de nous façonner, de nous civiliser vis-à-vis cette dimension. Alors effectivement, là on a plusieurs pistes qui sont associées à l'éducation et à l'apprentissage. Effectivement, le mot sauvage a beaucoup de connotations. On peut trouver énormément de références qui peuvent nous nourrir dans cette réflexion. Je vais juste en retenir une ou deux. La première, c'est de revenir sur la définition, l'article sauvage dans l'encyclopédie de d'Alembert et Diderot. Pour une simple raison, parce qu'elle est intéressante, surtout parce qu'elle va identifier le sauvage avec un seul continent, une seule contrée, l'Amérique. Et surtout, elle va identifier les sauvages américains comme des cannibales, des anthropophages, qui se nourrissent. Alors évidemment, on s'imagine très bien, ils étaient en train de raconter beaucoup d'histoires pour des raisons qu'on peut comprendre. Mais si on veut adopter la version pessimiste, on veut dire qu'on est devenu des livreurs de données pour alimenter la machine algorithmique. Moi, je ne suis pas nécessairement convaincu de cette dimension-là. Si c'est le cas, effectivement, on ne cesse que d'offrir, on est des livreurs de données pour nourrir la machine qui va profiter et qui va mettre en place un nouveau système à la fois économique et surtout éthique. Mais l'autre aspect qui est peut-être le plus intéressant, je dirais, c'est dans cette inversion entre sauvage et civilisé, il y a une transformation de notre rapport avec l'espace habitable. Je crois que c'est ça peut-être le point le plus pertinent quant à moi. Puisqu'on avait commencé avec la figure maritime, avec cette dimension du voyage, de la découverte, et c'était l'Amérique qui était la contrée. On allait découvrir que ce soit l'Amérique latine ou l'Amérique du Nord. Mais aujourd'hui, je dirais, on n'est plus dans la première époque du 19e, 18e, 19e et la première moitié du 20e siècle, où la question qui intéressait les ethnologues et les anthropologues était celle de l'espace habité. On est plutôt aujourd'hui dans une autre transformation de l'espace, c'est l'espace habitable.
et comment cette transformation permet de nourrir cette dynamique entre sauvage et civilisé. Effectivement, on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il suffit de regarder le rôle joué à la fois dans la construction de territorial. Ah, ça c'est drôle ça. Non. L'espace habitable est intéressant parce qu'on voit la manière dont les données de géolocalisation ont transformé le territoire. Et c'est quelque chose qui n'était pas disponible il y a quelques années. Aujourd'hui, elles sont déterminantes, à la fois parce qu'elles modifient le contexte de pertinence, que ce soit par le biais des moteurs de recherche ou par les algorithmes, mais tout se fait par cette dimension. Second aspect, on a découvert de nouveaux rapports entre le corps humain et le matérialisme, on va dire, numérique. Je vais prendre un exemple plus récent. Il y a eu un papier qui a été publié, je crois, il y a 4 ou 5 jours sur archive.org, où on peut identifier un individu, non pas par son identifiant ni par ses traces, mais plutôt par la forme de son corps en étudiant les fréquences des ondes Wi-Fi. Alors c'est tout à fait intéressant, et ça fonctionne à 92%. C'est assez remarquable. Et du coup, on voit que cet espace qu'on habite, on est entouré par les ondes aujourd'hui. On est là avec EdCamp, on s'est connecté, et on voit tout de suite qu'on peut tout de suite être identifié. Pourquoi est-ce qu'ils ont compris que chaque corps humain, sa forme transmet autrement avec les ondes. Et on voit quand même des dimensions qui sont en train d'arriver et qui vont modifier la manière dont l'espace est habité aujourd'hui. Alors c'est effectivement intéressant et important parce qu'un des éléments, mais ça je crois qu'il y a des gens dans la salle qui sont beaucoup plus compétents que moi, que la configuration de l'espace modifie les modalités de l'apprentissage. Ça c'est étudié par les architectes, comme beaucoup d'autres. Parfois ça, on fait passer ça comme le design thinking, que ce soit pour les interfaces comme pour l'architecture. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, je dirais, dans cet ordre de remarques assez général, c'est que le monde devient à la fois interface, mais seulement interface à ce qu'il y ait numérique ou numérisable, ou en voie de numérisation, mais c'est surtout le corps lui-même qui devient l'interface par excellence. Et on le voit effectivement avec les machines intelligentes, les tissus intelligents qui vont arriver, et maintenant on a déjà des interfaces où le corps lui-même devient l'équivalent du clavier. Vous tapez sur votre peau pour communiquer avec l'espace numérique, et non pas avec une interface qui est superposée sur votre corps. Et là, je crois, il y a une transformation tout à fait intéressante qui se met en place. Et finalement, pour le sauvage, pour terminer avec cette seconde figure aux métaphores, il me semble qu'il y a une généalogie de science-fiction qui est tout à fait importante et qui peut être extrêmement, à mon avis, utile pour apprendre certaines de ces choses. Je vous rappelle que dans le roman de Huxley, Le meilleur du monde, l'enfant hybride s'appelle John the Savage, Jean le sauvage, parce qu'il est entre les deux, et quand il voyage d'une contrée à l'autre, il est perdu entre les deux. Et on est en quelque sorte presque dans cette position de Jean de Huxley, parce qu'on ne sait pas du tout comment se situer, parce qu'on est toujours en cette phase de transition qui ne cesse de s'allonger et de prolonger, mais qui nous incite à revenir en fait sur le questionnement. Finalement, pour terminer avec cette dimension, il me semble que dans ces mutations, si vous voulez, de l'informatique et le numérique avec la dimension spéciale, un élément qui se pose et qui est celui de l'autonomie. Et c'est un enjeu qui est tout à fait, à mon avis, qui va être central et qui continue à être de plus en plus important. Alors effectivement, l'autonomie, comment la définir, à la fois du côté collectif comme du côté individuel? On peut aller vers l'étymologie, autonomos, celui qui se donne ses propres droits, mais pour reprendre le texte de l'encyclopédie, puisque je l'avais cité, il donne l'explication étymologique, puis après il nous donne quelques exemples pour illustrer ce que c'est que l'autonomie. Et je crois là, on va être au cœur des questions peut-être qui nous intéressent. Ce qu'il cite toujours, c'est la phrase suivante, avec des petites variations, que Rome, en tant qu'empire
souverain a parfois fait le choix de laisser certaines anciennes cités grecques vivre selon leurs anciennes constitutions. Et on comprend tout de suite que l'autonomie ne peut s'affirmer que par modalité de délégation. Je crois qu'une des questions qui se pose aujourd'hui vis-à-vis nos rapports avec le numérique, c'est quelle modalité de délégation on veut avoir vis-à-vis le numérique, que ce soit en éducation, en pédagogie ou d'autres piliers. Alors effectivement, là, on peut trouver toutes les questions qui peuvent émerger, que ce soit avec la robotique. On parle sans cesse des formes de responsabilité, de partage de responsabilité, des voitures autonomes, et on va arriver toute une série d'éléments qui vont accéder à des formes d'autonomie qui peuvent être dans cette perspective-là. Je crois qu'il me reste encore 10 minutes. Voilà. Pour essayer de conclure un petit peu ces quelques réflexions, il existe effectivement, ce que j'ai essayé de proposer, ce sont quelques éléments qui me semblent peut-être pertinents pour penser un petit peu ce modèle de l'apprentissage tel qu'il a façonné, formé l'informatique. J'aimerais juste revenir, avant de vraiment conclure, sur le texte de Turing de 1950, Computing, Machine and Intelligence. Une première partie du texte décrit la machine et le jeu de l'imitation, puis après la grande partie est consacrée à essayer de répondre aux objections possibles à la construction de cette machine. Dans la liste de ces objections, on va trouver tous les enjeux des humanités numériques aujourd'hui. Il y a l'objection philosophique, l'objection théologique, l'objection littéraire, et ainsi de suite. C'est-à-dire, on va trouver toutes les questions. L'objection littéraire, est-ce que la machine peut faire sonner comme Shakespeare? Philosophique, c'est l'autonomie de la machine. Théologique, c'est la création et le lien entre le créateur et de sa créature, le problème du golem. Alors, et du coup, on va trouver déjà chez Turing, qui à mon avis était le premier des humanités numériques, toutes les réflexions qui sont là. Mais ce qui m'intéresse dans son discours, c'est un autre aspect qui est plutôt de l'ordre juridique, mais qui, à mon avis, est tout à fait déterminant. Il existe une phrase, après avoir insisté sur le fait que la machine apprenante qu'il est en train de construire et qui va pouvoir transmettre sa manière d'apprendre à une autre machine, et comparer à l'enfant, et il dit, si vous voulez une preuve, regardez la Constitution des États-Unis. Et il y a une note dans l'édition érudite d'Oxford, dans l'University Press, qui dit qu'il était en train de plaisanter. Parce qu'on ne peut pas du tout comprendre pourquoi il renvoie à la Constitution des États-Unis quand il est en train de parler de l'algorithme et de l'apprentissage de la machine. Il me semble que l'éditeur s'est trompé, ou peut-être n'a pas pris au sérieux ce que Turing dit. Et cela pour deux raisons. Ce qui est important, ce n'est pas que ça soit la Constitution des États-Unis, mais surtout comment la Constitution a été conçue et selon quel modèle. Il me semble là, on va trouver un clivage qui ne cesse d'alimenter les polémiques entre un regard qui est, on va dire, continental, comme on dit aux États-Unis, et européen, et un regard qui est plutôt, pas anglo-saxon, mais plutôt anglo-américain, pour être très précis. Et c'est un clivage qui est tout à fait puissant parce qu'il va toucher à la manière dont on peut accueillir et recevoir le numérique, que ce soit dans l'éducation ou ailleurs. C'est le clivage qui est classique, mais il faut peut-être le préciser en quelques termes, entre la tradition juridique inspirée de Rome et le common law. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'il me semble qu'on peut avancer l'argument que l'algorithme, tel qu'il a été conçu, en tout cas par les premiers auteurs, a été conçu de manière inconsciente et implicite selon les modèles de travail juridique de common law. Le common law, il précède par décision et par interprétation des interprétations précédentes. Il ne prononce pas des principes du code, et de ces principes, on ne dérive pas après toutes les modalités de la dimension légale, que ce soit civile, criminelle ou autre. Je crois là, il y a un clivage tout à fait important, et là, on voit à la fois le déterminisme culturel de l'algorithme, qui va à une certaine profondeur qui est extrêmement puissante, et qui est une forme d'apprentissage. Alors, moi, ce qui m'intéresse effectivement dans cette dimension, elle est tout d'abord de l'ordre de l'interprétation. Pour des gens en sciences humaines, ça nous rassure beaucoup, effectivement. Elle est d'ordre de... Il faut toujours revisiter. Il y a une dimension à la fois archéologique et historique qui est tout à fait déterminante,
qui va prendre en compte et qui va toujours inviter un travail de l'interprétation pour mettre à jour et faire correspondre des décisions qui peuvent dater de 1782, qui peuvent être appliquées aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est invité à les interpréter en fonction du contexte. Je crois que là, on a quelque chose de tout à fait puissant, et c'est une modalité d'apprendre et de transmettre qui, à mon avis, habite, si j'ose dire, l'algorithme dans ses premières conceptions. Alors effectivement, on est en droit de se poser la question, les algorithmes qu'on a aujourd'hui sont-ils de même ordre? Je ne suis pas sûr. Mais néanmoins, les conceptions, les modèles de la construction des algorithmes non supervisés suivent plus ou moins ce modèle. On ne sait pas du tout où ce que ça peut arriver, mais néanmoins, il y a un historique qui va être important, et c'est là où on va retrouver la validation provisoire et éphémère qui va revenir sans cesse, qui va toujours inviter à revisiter, réinterpréter. On est dans un jeu de l'interprétation qui est extrêmement puissant, et on voit quand même un lien très très profond entre d'un côté la forme de l'algorithme et c'est là ce que j'ai essayé, sans le détailler, la pensée algorithmique. Si on a enseigné, c'est précisément cette pensée algorithmique. Non pas juste apprendre à maîtriser un code, un langage de programmation, mais plutôt la conception, la construction de l'algorithme et la façon dont l'algorithme est en train de façonner notre monde et la manière dont on le pour essayer de vraiment maintenant conclure, je vais prendre quelques minutes là qui restent, un billet peut-être sociologique, mais ce n'est pas vraiment sociologique, en citant un très beau texte de Simmel qui date des débuts du siècle dernier, dans le texte consacré à la vie de l'esprit dans les grandes villes. Dans la première page, Simmel va observer d'une façon assez intéressante que l'esprit contemporain, c'est-à-dire au début du XXe siècle, est devenu calculateur. Et ça le choque un petit peu que c'est le poids de l'économique qui est devenu tellement puissant depuis la révolution industrielle. Moi je dirais que ça a été peut-être une réflexion du poids et du rôle tout à fait déterminant de ce matérialisme historique dans toutes ses déclinaisons possibles. Et aujourd'hui, pour passer vers le matérialisme numérique, je dirais que l'esprit n'est pas calculateur, mais il est calculable. Et c'est là un des enjeux tout à fait très important. Mais calculable dans quel sens peut-on parler de l'esprit qui est calculable? Est-ce que c'est vraiment le jeu des données et des traces, et la manière dont ces éléments sont construits vis-à-vis à la fois le jeu algorithmique et tout ce qu'on sait, ou bien penser ce calcul autrement? Je crois là on a plusieurs indices, je vais juste indiquer quelques pistes, je n'ai pas de réponse. Le premier, c'est peut-être de revisiter certaines des réflexions sur ce que c'est que calculer, mais dans le sens fort du terme. Et là, je crois qu'il y a un texte qui est assez remarquable, qui s'intitule, malgré son titre, il touche à la question, celui de Wittgenstein, de la certitude. Et c'est une réflexion d'une centaine de pages sur ce que c'est que calculer. Et ce que Wittgenstein va nous dire à la fin, on apprend ce qu'est calculer seulement en calculant. Il n'y a pas de point fixe, comme dirait Pascal, qui nous permet de positionner, mais plutôt en calculant. Et je crois qu'on est dans cette phase précisément. On est en train d'apprendre ce qu'est que le calculable qui est en train de se mettre en jeu. Deuxième piste qui me semble également intéressante, c'est que la thèse de Turing sur le calcul, c'est précisément le passage du calculable au computable. Et il va faire une distinction entre les deux qui, à mon avis, est tout à fait très puissante. Le calculable, c'était le calcul classique, alors il faut le convertir en le computable. Alors pourquoi le computable est important? Parce qu'il est incertain. Il n'est jamais déterminé. Il peut donner des résultats discrets, mais qui sont toujours incertains. Et dans ce cas-là, et je vais terminer en citant Norbert Wiener, qui dans la première édition de son cybernétique nous rappelle dans un chapitre qui est assez intéressant, et surtout sa conclusion, je vous rappelle que sa conclusion consacre 10 pages, les historiens de religion vont adorer ça, consacrée à Saint-Augustin, les 10 dernières pages, sur la notion du hasard. Évidemment, en informatique, c'est quelque chose de très puissant, mais ce que Wiener va le dire, qu'on a vécu pendant 2 siècles et demi selon un monde scientifique qui a été dominé par le modèle de celui de Newton.
de la mécanique céleste, c'est-à-dire un modèle de mathématiques de la régularité du phénomène naturel. Et qu'avec l'informatique, et surtout la théorie de l'information, mais aussi la physique, parce qu'il va utiliser Schrödinger et d'autres, on est dans un modèle probabiliste, où il n'y a plus de déterminisme. Et ce passage, c'est un retour vers un modèle qui a existé au XVIIe siècle, qui est celui de Leibniz, de la monade. Je crois qu'on a basculé, et la dimension du passage du calculable au computable, c'est ce passage de modèle qui était celui de Newton vers un modèle qui est celui de Leibniz, dans ce sens mis à jour par l'informatique, par le quantique, et ainsi de suite. Alors pourquoi c'est peut-être pertinent? Parce qu'il me semble, dans ce passage, il n'y a plus ni de déterminisme, ni de régularité, mais plutôt des modèles stochastiques. Je crois que pour l'apprentissage, c'est tout à fait puissant, parce qu'à la fois on veut transmettre quelque chose de stable, quelque chose sur lequel on a certaines formes de certitude, et en même temps, la manière de transmettre et les supports, on va dire, ne sont pas du tout conçus, malgré leur apparence, pour la stabilité et la régularité, mais plutôt pour la convertibilité dans le sens technique du terme. On ne cesse de changer d'interface, on ne cesse de changer de format, de mettre à jour, et ainsi de suite. Je crois là, on est en train de changer, et on le voit de plus en plus, au-delà juste d'une réflexion purement philosophique. Il me semble un des enjeux des humanités numériques, c'est de prendre en compte précisément cette dimension. Je crois que je vais m'arrêter là pour en parler trop longtemps. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Tu as un micro. J'imagine que vous allez vous battre pour poser des questions, car cette présentation était riche. Donc je passe la parole tout de suite à l'auditoire. On a, disons, une grosse vingtaine de minutes, donc n'hésitez pas surtout à prendre la parole et à vous manifester. Bonjour. Excusez-moi. Ah oui. J'ai dû. Je vais devoir aller. C'est derrière. Ah, ça sort pas, d'accord, pardon. C'est vrai que ça devait s'entendre. C'est pas pour la C'est salle. pas Ah, pour c'est la pas salle. enregistré. C'est juste pour le en ligne. D'accord. Il faut parler fort avec le micro. Ah, ça, c'est bon. Donc, bonjour, je m'appelle Muriel Epstein et j'ai trouvé que c'était... Enfin, je me suis particulièrement intéressée à la partie où vous parliez de l'espace et du corps. Et comme vous n'aurez pas le temps de répondre à toutes mes questions, je me demandais si vous aviez des références à donner, en particulier sur la manière dont on réinvestissait l'espace différemment et dont les différentes organisations de l'espace changent la manière d'apprendre, et ou des exemples de situations, d'écoles qui se sont repensées comme ça. Pour les références, on va dire, relativement classiques, je crois il y a les travaux évidemment de Leroy-Gourhan, mais surtout de Tim Ingold, qui est un anthropologue écossais qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Il y a aussi des reprises un peu travaillées d'un texte classique de Mauss, Les techniques du corps, mais l'article, pas le livre, parce qu'il a malheureusement publié 2 textes avec le même titre, un livre de 400 pages qui est très intéressant, mais pas sur ces questions-là, mais plutôt un article publié dans la revue de sociologie française. Si je me permets pendant une minute, ce que Mauss raconte dans cet article, il est à New York pour sa première visite aux États-Unis, il tombe malade, il est dans un hôpital américain, et de son lit, il ne peut pas qu'observer la manière dont les infirmières marchaient dans les couloirs. Et il est frappé par le fait qu'il reconnaît leur façon de marcher. Sa première intuition, moi je raconte toujours l'histoire, c'est de dire elle marche comme les Parisiens. Puis il dit non, c'est pas possible, on n'a jamais été à Paris. Puis oui, c'est les Parisiennes qui marchent comme les New-Yorkaises. Là, il a une première réponse, il dit c'est peut-être grâce au cinéma que la façon de porter son corps a été modifiée. D'où la technique modifie le corps. Pour essayer de tester cette hypothèse, il va comparer 2 civilisations, entre guillemets, une avec la chaise, une sans la chaise, la Chine et l'Inde. Et tout de suite, il voit que le statut du corps dans une civilisation a un rôle tout à fait
puissant dans la manière dont on produit ce qui est de l'ordre culturel. Je crois de là, il y a eu beaucoup d'études pour parler un petit peu des modifications de l'espace. Également, il y a beaucoup d'études sur les effets de la mobilité. Marcher au lieu d'être assis, voilà. Alors pour les institutions, il y a beaucoup de configuration spatiale, de classes, vous connaissez probablement mieux que moi. La seule chose moi, que je trouve intéressante de ce qui, dans mon point de vue, c'est toutes les réflexions qui ont été étudiées depuis très très longtemps, l'opposition être assis et penser en marchant. Hein. Il suffit de citer le très beau texte de Nietzsche au début de Crépuscule des idoles, en citant Flaubert, on ne peut pas penser et écrire qu'étant assis, et lui dire ah, non, 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 c'est tout à fait le contraire, c'est seulement en se promenant et en marchant. Il y a beaucoup de philosophes, d'historiens qui ont travaillé sur cette opposition, sur la culture assise de l'écriture et l'autre qui est... Voilà. Et je crois avec l'évolution du numérique, qui était une culture assise quand même, vous êtes trop jeune, moi quand j'ai commencé on avait les grosses machines avec les cartes perforées et on était obligé d'être devant un écran énorme avec un clavier. Aujourd'hui c'est en mobilité et dans cette transformation c'est le corps quand même qui revient à son tour. L'autre aspect, mais je vais m'arrêter, c'est qu'on a vu, on a témoigné comme un retour assez intéressant du corps. Ça a commencé avec la voix, avec l'écoute, avec le podcasting. Maintenant, on a aujourd'hui Siri et la reconnaissance vocale. Il y a surtout le toucher, le tactile qui est revenu avec force. Hein. Il suffit de rappeler Merleau-Ponty qui nous dit que le toucher, la peau est le premier acte de communication. Et ainsi de suite. Merci beaucoup pour votre exposé. Véronique Ray, linguiste Aix-en-Provence. J'aurais plein de questions, mais je vais aller juste à 2 questions. Tout d'abord, par rapport au matérialisme économique, est-ce qu'il n'y aurait pas une continuité quand on pense que l'électricité et les batteries sont quand même absolument indispensables pour le numérique? Et ma deuxième question, vous avez parlé, j'ai beaucoup apprécié la notion de sauvage, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des esclaves? Oui, pour la continuité, je crois qu'il y a une apparence de continuité, mais on est en train de vraiment changer. On a besoin d'une infrastructure, effectivement, électricité, voilà. Mais je crois ce qu'on est en train de voir émerger quand même, c'est quelque chose d'un ordre assez différent, je crois. La différence, à mon avis, touche non pas au fait qu'on n'a plus besoin d'électricité comme avant, c'est évident qu'on en a toujours besoin, mais c'est qu'aujourd'hui, l'informatique a une particularité qui est très différente de l'électricité, ce qui était de l'ordre de la révolution industrielle, qu'elle est accessible aux individus, d'une façon que les autres n'étaient pas de la même façon. C'est à cause de la nature du code informatique. Il suffit de regarder du côté des hackers pour voir que peu importe la dimension d'une structure, c'est la nature du code, quand même, qu'on n'a pas connu dans notre histoire. Et c'est quelque chose s'il y a quelque chose de révolutionnaire, c'est précisément cette double dimension du code qui est à la fois discursive et informatique et qui permet des formes d'accès aux individus. Je crois que c'est absolument quelque chose d'assez unique et qu'on n'a pas connu, et du coup on est dans une autre modalité, si vous voulez. Ouais. Excusez-moi, la deuxième question, j'ai... Le sauvage. Les esclaves, oui, effectivement. C'est ça que j'ai essayé de dire dans le côté pessimiste, c'est-à-dire il y a un très beau texte, moi, que je cite toujours, une nouvelle de Gibson qui s'intitule Johnny Mnemonic, et le type gagne sa vie en livrant des données qu'il introduit dans son cerveau. Un jour, il avait besoin de beaucoup d'argent, il prend un disque un peu trop lourd qui est chiffré, il y a des petites fuites. Il veut les déchiffrer, mais toute l'histoire, c'est qu'il livre des données. Et après, il n'en a pas compte. On peut parler de cette dimension. Moi, je crois que la dimension sauvage est plus intéressante parce qu'elle permet à la fois, on a oublié quand même, il suffit de regarder les grands textes de Clifford Geertz sur le sauvage. Le sauvage, quand même, c'est un déchiffreur. Il a ses repères, il a un système sémiotique très très différent qui peut cohabiter et qui peut parfois contester aussi l'ordre civilisé. Je crois que c'est dans ce sens-là où on a une tension. Aurélien Bérat, je me disais en t'écoutant que tes références sont généralement des classiques, je dirais, de l'informatique et des sciences humaines et sociales. J'entends classique, c'est-à-dire des grands textes du XXe siècle.
plus ou moins connu selon les milieux, et c'est souvent en hybridant les milieux que ça fait un effet particulier, avec un centre de gravité vers le milieu du XXe siècle. Alors ma question, et au moment où je me disais ça, où je me le disais à haute voix sur Twitter, tu as cité Tim Ingold, donc évidemment ça n'est pas si simple. Mais je me demandais si, d'abord s'il y avait des pensées marquantes pour toi, beaucoup plus récentes, et en particulier ce que tu pensais du fait que tous les grands, je dirais les manufacturiers de la culture numérique dominante, maintenant ont à domicile des philosophes, des sociologues, des gens qui sont censés leur apporter cette dimension réflexive et cette temporalité, cette profondeur temporelle. Oui. Merci Aurélien pour la question. Effectivement, moi je cite souvent ces années 40-50 parce qu'il me semble, tout d'abord on n'a pas une vraie histoire de l'informatique. Et c'est quelque chose qui nous manque. Elle est extrêmement difficile à faire parce qu'elle est très très complexe. Mais il me semble aussi qu'il y a eu certains de ces textes fondateurs qui ont été lus ou bien exclusivement du point de vue technique, c'est-à-dire les techniques de programmation, de la construction de l'algorithme, mais sans nécessairement prendre en compte leur dimension culturelle qui a mis beaucoup de temps pour arriver où ce qu'on est aujourd'hui. Alors évidemment, il y a Ingold, il y a d'autres que je cite. Alors, moi, je trouve les auteurs ou les philosophes qui m'intéressent ou qui me semblent pertinents dans ma réflexion sont plutôt de cette époque, parce que je crois qu'on a tendance aujourd'hui à traduire certaines figures, les réflexions de certaines figures philosophiques importantes, que ce soit du côté français que de l'autre côté, mais je n'ai pas cité. Moi, par exemple, une des figures que je n'ai pas eu le temps de citer, c'est Nelson Goodman. World making. Je crois que c'est une notion tout à fait remarquable dans son déploiement et qui peut être absolument utilisée et déployée pour ce que j'essaie de faire. Il y a pas mal de ces figures. Il y a une autre figure, mais qui est plus ancienne, mais je n'ai pas eu le temps, mais je vais l'évoquer très très vite, c'est Peirce, Charles Sanders Peirce. Non pas le sémioticien, qui est très connu pour la sémiotique, mais plutôt dans une série d'articles publiés sur un titre complètement improbable pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui s'intitule en anglais « Evolutionary Love ». Le texte est disponible en ligne gratuitement, mais dans lequel il va décrire quelque chose en anglais qui est très très beau, « The Greedy Master of Intelligence », le maître vorace de l'intelligence. Et on va trouver vraiment une réflexion qui peut être vraiment traduite, transposé presque sur ce qui se passe en partie aujourd'hui, je dirais, surtout avec les héritiers de Peirce, dans la philosophie analytique et dans leur réflexion critique sur le numérique et ainsi de suite. Mais c'est mon archaïsme que tu connais très bien. On peut prendre éventuellement encore une question, si on veut rester dans les temps. Je vais bien poser une question à soudure. Donc, Michael Bourgat, je fais partie de l'équipe d'organisation et de l'ICP. Je reviens au début de la conférence, vous avez parlé un petit moment de la notion de souveraineté. Alors, ma question elle est un peu pragmatique, je redescends un petit peu, mais en vous écoutant tout au long de votre communication, je pensais, notamment quand vous avez parlé des nains chez Benjamin, je pensais à Google, les géants, le nain sans géant, il y a eu la thèse de Francesca Musiani. Comment vous voyez les choses, d'un point de vue d'historien, pas votre avis à vous évidemment, dans la relation qu'a entretenir le numérique avec l'État et ou les sociétés privées, et à l'inverse les sociétés privées et les États vis-à-vis des questions digitales et numériques? Oui, c'est une des questions qui se posent le plus avec les GAFMA, avec leurs dimensions. Je crois qu'il y a plusieurs réponses à donner. Une première qui est purement pragmatique et historique, qui serait une réponse exclusivement américaine. C'est-à-dire, si on regarde le statut actuel de Google, Microsoft, c'est plus le cas, mais des grands acteurs, on va dire Amazon et ainsi de suite, on peut les comparer aux grands monopoles qui ont existé aux États-Unis pendant très très longtemps et qui ont été cassés après un certain moment. On a le cas classique de AT&T, qui était l'équivalent de France Télécom. Et après 70 ans, l'État, le fédéral, intervient pour dire c'est un monopole qui dépasse les limites tolérables, il faut trouver une solution. Peut-être qu'on s'approche de cette dimension-là aujourd'hui.
Il y a déjà un premier début de rumeurs, de discussions vis-à-vis de cette question-là, que peut-être on s'approche d'un moment, ce qui explique aussi les autres rumeurs qui circulent en Californie du Nord, que Google, comme d'autres, vont acheter des îles quelque part pour être souverains et autonomes, pour échapper à l'autorité du fédéral américain. Mais ça ne fonctionnera pas. Mais néanmoins, on voit qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Par contre, je rappelle quand même qu'il existe un roman de science-fiction très important et qui est un des inspirateur de ces grands messieurs, de Neil Stephenson, Cryptonomicon. Ça, si vous vous rappelez le roman, il raconte l'histoire de deux geeks qui sont allés chercher des petites grottes en Philippines, je ne sais pas où, pour trouver des lieux autonomes pour stocker les données au-delà de l'accès de n'importe quelle autorité territoriale. C'est quelque chose qui revient sans cesse. Mais ça, c'est la réponse facile, je crois. Le second aspect qui me semble plus important, on est aujourd'hui dans une situation où la multinationale comme entité juridique a été transformée par moi, ce que j'appelle le matérialisme numérique. Alors du coup, il y a un conflit qui est classique aux États-Unis et qui a été expliqué d'une façon tout à fait éloquente par le juge de la Cour suprême aux États-Unis, Stephen Breyer, qui dit que la difficulté aux États-Unis, c'est un équilibrage constant entre la dimension, on va dire, économique et la dimension du progrès des sciences et des savoirs. Et à quel moment on va décider de basculer de l'un vers l'autre. Ça peut toucher aux questions de la propriété intellectuelle, du copyright, mais aussi au statut de ces grandes entreprises comme Google, Amazon et ainsi de suite. Et ça dépend des choix politiques. Je crois qu'on est aujourd'hui dans une transformation qui est presque inédite. On avait dans le passé, quand on regarde les grandes entreprises de pétrole, qui décidaient du marché avant combien on va produire pour maintenir un certain prix. On est dans une situation plus ou moins équivalente. Il y a beaucoup d'études économiques sur ces modèles qui sont assez intéressants, qui commencent à comparer les grands acteurs de GAFMA avec ces grandes institutions qui étaient pétrolières aux autres. Moi, je crois qu'il y a une autre dimension, si je me permets un instant, et qui est également américaine, qui m'a toujours intéressé, que j'avais étudié, c'est que ces grandes entreprises informatiques ou numériques aujourd'hui ont un prédécesseurs aux États-Unis. Il y a une très belle expression, on les appelait à l'époque the robber barons. Ça, si vous êtes familier avec, c'est les barons voleurs. C'était à la fin du 19e, début du 20e, les grands monopoles qui étaient créés par des gens qui ont créé des grandes entreprises. Je vous donne des noms, c'est les Ford, c'est les Vanderbilt, c'est les Mellon, c'est les grandes fortunes. Ce que les barons voleurs, on appelle voleurs parce que c'est très affectif, c'est une fois qu'ils ont fait leur fortune avec les monopoles, ils ont donné beaucoup d'argent à leur famille, mais ils ont créé les grandes fondations publiques aux États-Unis. Par exemple, toutes les bibliothèques publiques étaient financées par Mellon. Si on regarde ce que j'appelle les Silicon Barons, c'est-à-dire Amazon, Google, Apple et ainsi de suite, ils ont créé des fondations, mais ils font absolument rien comme les robber barons. Et là, on voit la transformation. Alors que les autres cherchaient une validation par le biais de la culture, les nouveaux barons cherchent une validation partout, sauf la culture. Et je crois qu'il y a une réponse peut-être naïve de ma part, c'est qu'ils sont convaincus, c'est eux qui font de la culture, ils n'ont plus besoin de la financer. C'est assez grave. Et c'est là où on va trouver, je crois, un des vrais enjeux avec ces acteurs-là. Ce n'est pas une réponse, hein, mais... Ils s'intéressent tout de même à l'éducation aussi. Oui, mais en utilisant leurs propres outils. Si vous regardez de près, absolument. C'est ça le... Ils veulent, si c'est Microsoft, vous allez être obligé d'utiliser. Si c'est avec les musées de Google, vous allez être pour déployer leur technique et ainsi de suite. Il n'y a pas de neutre ou de forme d'indifférence, de la générosité. Exactement. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci. On va passer maintenant un petit temps de... Rapidement, oui. Très rapidement. La suite des hostilités. Merci. Un petit temps de rappel et d'explication sur la suite, en effet. Alors,